j'ai envie d'indiquer l'espace avec du carton ondulé, sur lequel on inscrit muret, avec un banc derrière, hein, des bancs, quoi, puis devant un faux mur, avec muret, porte, appentis, c'est-à-dire montrer l'histoire comme une sorte de bande dessinée, comme si c'était un storyboard. Hein, au cinéma, tu vois, on présente, mais on le présente en volume, au lieu de le présenter sur du papier. D'accord. Dans deux espaces différents d'éclairage, une dame d'un côté, un mec de l'autre, c'est ça, et c'est là-dessus que s'ouvre le spectacle, puis peu à peu l'éclairage monte, et au fur et à mesure où vous développez l'histoire, l'éclairage monte, c'est-à-dire à partir du moment où vous restez dans vos espaces, hein, au départ, et c'est à partir du moment où tous deux s'installent dans un coin, ils sont en train de lire leur livre, c'est là que monte l'éclairage. Hein. Et ce qui serait pas mal, c'est que, en ayant les textes, vous murmuriez chacun de votre côté une scène de Philaminte, une scène de Philinte, hein, qu'on rajouterait, comme ça, pendant que l'éclairage monte, on entend le texte de Molière. Et quand l'éclairage est acquis, c'est la fin du texte de Molière, ça monte très lentement, très lentement, très lentement, on verra combien de vers, et tout d'un coup, paf, ça y est, ça redémarre, après, d'où vous vient, ça redémarre par un rire. Et on reste toujours, bien que l'éclairage soit établi, on reste chacun de son côté pendant un certain temps. Et c'est pendant cette discussion qu'il va y avoir quelques déplacements. Alors on lit très tranquillement, hein, vous lisez, il n'y a pas besoin de le faire une italienne pour là. Hein, et ça commence, on sent qu'elle est gênée de la situation. Mais elle est protégée de cette situation parce qu'on a deux tâches d'éclairage. Il n'y a pas contamination du lieu, tu vois, encore. Hein, c'est comme si c'était deux monologues côte à côte qui cheminent tranquillement, hein, et qui sont par-dessus l'épaule, comme ça, ainsi vous allez de... En fait, comme elle meuble pour éviter qu'on entende le bruit. Tu vois comment on fait dans ces cas-là. Je vous donne le top de départ. Ça pour le moment. Top. Ainsi, vous allez de A à B et moi au contraire de B à A. Il serait plaisant de savoir quel destin particulier a dressé le plan de cette rencontre, ici, dans cet espace perdu, entre deux. Entre deux. Pardon? Entre deux. Car vous n'imaginez pas qu'il y a quelque chose de définitif en A, d'où je viens. Je puis attester de la vacuité du lieu. Aussi est-ce précisément ce rien qui m'a fait fuir et tenter de rejoindre un espace de plein que je crois deviner en B. Voilà donc pourquoi nous sommes confrontés, dans cet endroit illégitime, entre deux douanes, à vider nos vessies surchargées avant d'engager notre transaction plus civilisée. Par exemple, vos euros contre des francs, vos conseils contre mes remarques, vos recommandations contre mes observations. Je ne sais si votre indélicatesse à évoquer nos mictions respectives me rendra apte à poursuivre notre furtive conversation, non plus qu'à engager avec vous la moindre transaction économique ou morale, à supposer d'ailleurs qu'elle soit, dans les deux cas, honnête. Je comprends tout à la fois votre résistance et votre suspicion, et je puis vous assurer que je n'ai fait cette proposition qu'afin de minimiser ce que notre situation peut avoir d'équivoque, voire d'indécent. Cette affirmation de votre bonne foi, je ne saurais la prendre qu'avec une certaine réticence, mais je consens à l'accepter comme un gage de votre parfaite respectabilité. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que nous ne nous connaissions pas il y a 2 minutes et que maintenant s'est développée une certaine intimité entre nous. Pour moi, rien n'a changé. Mais ce n'est pas cette simple et simultanée action de lâcher d'eau usée qui va permettre une quelconque transformation amicale de nos rapports sociaux ou affectifs. Bien au contraire. À quelques lueurs nouvelles dans votre regard,
Il va falloir que je dispose d'un réseau de protection renforcé et que j'instaure une méfiance nouvelle dans cette relation entre nous qui vient à peine de se manifester. Peut-être vaudrait-il mieux, d'ailleurs, que nous restions chacun de notre côté en évitant tout contact entre nous. Je suis tout prêt à me conformer à cette prescription restrictive, attestant ainsi de ma bonne volonté, tout en sachant d'autre part qu'il vous sera à vous-même délicat d'y souscrire totalement, étant donné qu'il nous est impossible de définir la durée de notre séjour dans cet entre-deux, comme vous l'appelez. Le poste frontière permettant l'accès à A comme celui menant à B étant tous deux fermés à cette heure, et vraisemblablement pour toute la nuit. S'il fallait me dérober à cet engagement que je prends de me dérober dès maintenant à tout entretien continu avec vous, cela serait, croyez-le bien, pour des raisons vitales, des motifs de survie quasiment. Et je peux bien penser que vous admettriez de revoir, en ce cas extrême, le cahier des charges de nos relations. À demain donc, cher monsieur. Un temps, mais on enchaîne directement nous, pour voir après combien de temps il faudra. D'où vous vient ce rire si léger qu'il semble ne pas être, ou plutôt ce sourire béat? Eh bien, je pense... Vous pensez? Donc je vous suis. Je suis vous dans vos pensées. J'ai vu, il y a quelques jours, un documentaire étonnant qui découvrait un monde tout à la fois étrange et monstrueux, celui des Acariens. Et je me suis mis immédiatement à penser que ce monde enfin révélé était auparavant inexistant, que son invisibilité le protégeait d'être, qu'il ne venait de s'affirmer que dans son paraître, comme une certaine présence en arrive à nier au théâtre l'absence fondamentale de toute chose. Ce que le microscope avouait, c'est qu'il existe de l'apparaître. Vous y voyez donc la réalité du théâtre. Faire exister l'invisible, le latent. Mais il en va de même avec le télescope où le trop grand s'ajuste à l'œil humain et permet de voir autrement le trop visible. On pourrait ainsi évoquer l'effet Galilée. Je vous devine actuellement préoccupé par la chose théâtrale. C'est donc qu'il s'agit de votre activité professionnelle ou en toute innocence amateur? J'aimerais vous préciser ici que cela ne vous regarde en rien. Mieux, que cela ne vous autorise pas à mener une enquête sur mon existence. Je ne suis pas un acarien. Top. Mon intuition était donc fondée, les femmes savantes. Ainsi nommé, je vous le ferai remarquer, non pas parce qu'il serait devenu inutile, mais simplement parce qu'il a de la classe. Bref, vous voyez donc que nous ne sommes pas tout à fait des étrangers l'un à l'autre. Un certain même rapport nous connecte, avant peut-être qu'un rapport certain nous lie ou nous relie. Encore faudrait-il découvrir quel caractère, quel personnage vous a été confié, car le rôle, vous n'êtes pas sans le savoir sans doute, a non seulement la réalité véridique d'un certain paraître, mais agit également sur la véritable réalité de votre apparence. Je partage entièrement votre avis sur cette question. Et pour affirmer en toute sérénité nos 30 nouvelles, sachez que l'on m'a attribué le vécu de Philinte, cet honnête homme de raison et de bienséance. Je le devinais en toute évidence, il ne pouvait pas en être autrement. À votre discours emprunté, à vos affirmations saugrenues, à votre comportement encombré, je vais, quant à moi, tenir le rôle de Philaminte. L'excès de toute chose, le débordement insensé, la démesure affirmée, tout contribue à nous séparer, à nous opposer, à ne fonctionner que dans un état de conflit permanent. Je crois retrouver en vous la triste attitude de mon cher mari, le sinistre Chrysale. Sans doute avez-vous vos raisons pour m'évincer de la sorte de votre territoire personnalisé. Mais je vois néanmoins une possibilité de communion physique, voire spirituelle entre nous. Celle que nos émanations humides ont tracée par avance sur le sol. Ces deux ruisselets d'urine qui, profitant des hasards topographiques, se sont rejoints et fondus en une seule rivière. Leur copulation liquide n'a peut-être fait qu'anticiper sur notre propre, si j'ose dire, rapprochement. Utilisons ce hasard comme révélateur ultime de ce qui peut nous induire à une appréhension mutuelle des jeux de l'amour. Avec cette certitude marivaudienne que, si ce n'est pas par hasard que nous jouons à l'amour, physiologie oblige, les jeux de l'amour, eux, doivent en tous les cas tout au hasard des topologies et des chronologies. Ne prenez pas cette humide réalité pour l'expression des désirs qui me pousseraient irrésistiblement au rapprochement de nos corps, sources incontestables de ces ruissellements. Et cela par je ne sais quelle analogie aussi approximative que saugrenue. Car dans les positions que nous avions adoptées, vous ne pouviez me voir que de dos. Et comme chacun le sait, il y a loin de la croupe aux petites lèvres. Non, je ne voulais pas nous engager sur le terrain instable d'un flirt équivoque et plus ou moins salace. Mais je me suis soudain souvenu de cette scène minimale de la pièce finlandaise d'un auteur qui me tient à cœur. Peut-être l'avez-vous vu ou lu,
Je dis scène minimale, mais je devrais dans un même élan souligner à quel point elle s'avère capitale. Capitale. C'est la nuit, sous le beau ciel étoilé du Taratsland. Après de bonnes libations, Monsieur P et son serviteur M urinent côte à côte dans une grande collaboration de classe. J'avais simplement, quant à notre situation de tout à l'heure, opéré un rapprochement fort significatif. Nous nous sommes nous-mêmes soulagés, fraternellement, sororalement, dans une grande compromission de sexe. L'analogie, si analogie il y a, ne reposait que sur cette citation. Ne la prenez donc pas abusivement comme une incitation. Je ne vais plus vous suivre longtemps dans votre banale récitation. D'autres sollicitations me réclament auxquelles je vais m'efforcer maintenant de penser dans la solitude de cette nuit automnale, bien éloignée de celle que vous évoquiez, aussi tabaslandaise soit-elle. Je crains, chère amie hasardeuse, que vous ne vous complaisiez en fait que dans l'espace académique de la dissertation. En soulignant ici qu'il ne faut pas confondre la technique dissertante avec la pensée. J'oserais même dire que la dissertation est la négation de la pensée. Seul le fragmentaire libère l'esprit de la simple représentation, il offre la séduction du long de théâtre. Alors que je ne m'impropre au mouvement perpétuel de l'esprit, cette banale langue de spectacle nous impose à tout bout de scène. Mais j'aimerais revenir sur cette qualification que je viens arbitrairement de vous accorder, chère amie hasardeuse. Et je souhaiterais que vous n'y trouviez aucune allusion à ce que je vous disais auparavant du hasard et de l'amour. Ce n'est pas dans un but de stratégie érotique que j'avance ici le terme de hasard, car il n'y a pas qu'en amour que le terme intervient. Je me suis souvent demandé, et ce n'est pas par hasard, ce que je serais advenu, ce que j'aurais vécu si j'avais été porté à être un homme de droite. Je me recompose une existence, fantasmatiquement, dans une autre orientation de ma vie, et je dois dire que cette dialectique interne ne cesse de me faire progresser, de me progressifier. Voilà maintenant que vous vous laissez aller à de provocantes et incongrues confidences dont je n'en ai, à vrai dire, rien à fiche, et qui, me semble-t-il, ne sont requises que pour maintenir entre nous ce que vous appelleriez un dialogue philosophique, certes de bas étage, et que je nomme, moi, une vaine tentative pour éviter de vous retrouver seul avec vous-même, avec vos obsessions, votre vacuité. Il ne vous manquerait que d'entreprendre de platoniser vos discours afin de vous empêcher de déplatoniser vos instances amoureuses. Attention à votre tour, je parle bien d'amour physique. Ainsi, je considère vos littéraires allusions comme résolument condamnés à l'enfer bibliothécaire. Peut-être dans un évident change de forme. Car si l'homme est toujours dépassé par la femme, il est également toujours aussi déplacé par elle, voire même parfois dépecé. Mais ce n'est là qu'un bien mauvais jeu pour vous. Et ce qui me fait accepter en ce moment l'échange, de mots, je précise, c'est uniquement parce que je veux faire autre chose que de vous entendre pérorer à votre gré et à votre façon, et surtout parce qu'il faut bien que le temps s'écoule d'une manière ou d'une autre, et que la nuit de notre enfermement à l'air libre est encore longue. Cependant, afin de ne pas vous donner trop d'illusions affectives, ou comment dire, pulsionnelles, je vais à nouveau tenter de me recroqueviller dans un sommeil hypnotique. Vierge vénérée, bel enfant, charmante nièce, ah, la vue de votre innocence me fait oublier mon sexe et me transforme en votre tante, qui vous a si chaudement recommandé à moi. Mais cette fatalité entre mes jambes, priez avec moi qu'elle ne s'insurge contre ma vertu et ne fonde sur vous, et fermez l'abîme de vos yeux avant qu'ils nous engloutissent. Cette fatalité me ferait presque désirer l'échange. Oui, je voudrais pouvoir l'échanger, mon sexe, ici à l'ombre du danger, et me perdre tout entier à votre beauté. Perdition qui ne peut être contrebalancée que par la destruction du tableau, dans ce vertige voluptueux auquel il invite si violemment. Seule la jouissance peut enlever à l'amour son bon dos et lui faire voir à travers le voile de la peau la nudité de la chair. Nous sommes tous à nous débattre au bout du cordon ombilical. Et permettez-moi de vous prêter ma protection virile, le bras d'un père contre la méchanceté du monde que le calme du couvent vous a laissé ignorer. Cette fatalité entre mes jambes, priez qu'elle ne s'insurge pas contre votre vertu et qu'elle ne fonde en vous. Fermez les yeux, que je découvre l'objet de mon envie, l'enjeu de notre échange. Oui, je voudrais pouvoir l'échanger, mon sexe, contre le vôtre, me perdre tout entier dans votre corps, perdition voluptueuse, toute de douceur et de violence. Que la jouissance enlève à l'amour son bandeau, que mon amour bande sa jouissance. Donnez-moi ce qui s'ouvre entre nous, le temps d'un spasme, l'espace d'un orgasme,
Je cesse d'être votre fille pour vous prêter ma protection virile, le bras d'un père, son braquemar contre les dangers de la corruption du monde. Je connais, regardez-le, mon sexe érigé. Que sa vigueur humide soit à vous, plutôt qu'à quelques prostituées sinistres, soubrettes d'écurie ou novices d'incurie. Qu'il vous appartienne de rompre ce sceau légal, la filiation, que doigts, langues, membres et membranes s'agitent et l'incitent à vous pourfendre. La clé est en votre main. Le poteau indicateur, l'instrument céleste, le glaive flamboyant, Casanova au travail. Hâtons-nous, remettons le glaive au fourreau. À vos genoux, je devine les rêves qui vous traversent. Votre ardeur manuelle sera l'agent de la résurrection. Ce qui tombe, il faut le relever. Croyez-vous que votre corps doué vous ait été accordé pour se satisfaire des caresses d'un époux? Il n'est pas bon que le père soit seul. Si vous voulez savoir où Dieu demeure, fiez-vous aux contractions de mes cuisses, au tremblement de mon bas-ventre. Un interdit social devrait-il empêcher de ne faire avec le père qu'un seul corps? Ne devrait-il pas plutôt le père maître? Montrez-moi donc de la plus pénétrante façon de qui et de quoi je suis faite, je vous y invite convivialement. Bravo, cher ami, pour cette brillante paraphrase qui prouve au demeurant votre parfaite connaissance de cette merveilleuse dérive d'un auteur pourtant germanique de nos tellement françaises dangereuses liaisons. J'accepte de bonne grâce vos compliments enthousiastes pour mes extrapolations de la déchetterie mullérienne, si j'ose risquer ce certain pléonasme, et vous renvoie les éloges pour la pertinence de votre interprétation qui, je dois le dire, a un moment provoqué en moi comme un désir d'interpénétration. Ah non! Vous n'allez pas, en plus de toutes vos allusions grivoises, allusions d'ailleurs de moins en moins équivoques, céder à cette tentation volcanique de la fumée et de la cendre. Encore que le plein air auquel nous sommes obligés atténue, je vous l'avoue, la pression autoritaire que vous exercez dans l'exercice de votre pratique sur nos passivités non fumeuses. Vos passivités certes le sont, non fumeuses, mais pas vos pensées et vos commentaires. Cela relèverait plutôt de votre propre accoutumance obsessionnelle. En outre, fumer est un art comparable à bien d'autres. Gastronomie, érotisme, château de sable, etc., qui ont le mérite de se diluer dans les instants mêmes qui suivent leur production. Et c'est sans doute aussi un sport d'une grande dignité, car là, il faut dépenser et non gagner, argent ou gloire. C'est un art du don. Et cela est certainement mal vu et malvenu dans notre société de quantification. Votre espace non-fumeur, où présentement vous vous trouvez, est mon espace fumeur où je suis. Mais là aussi, il y aurait à redire. Pourquoi un espace non-fumeur où les fumeurs ne sont pas tolérés et un espace fumeur que le plus souvent beaucoup de non-fumeurs viennent occuper? L'occupation, ça ne vous rappelle rien? Privant alors les potentiels usagers de sa jouissance. À vrai dire, situation absolument antidémocratique. Et puisque vous me laissez si généreusement la parole, j'aimerais ajouter que je conçois très bien l'inscription sur nos paquets d'herbes à rêverie « Fumer nuit gravement à la santé ». Mais je compléterai dès lors le « U » des formulations paradoxales en proposant qu'il soit tatoué sur chaque sujet, mâle ou femelle, en possibilité de procréer, vivre nuit gravement à la santé, ce qui est indubitablement avéré. Et par là, nous serions à même d'opérer nos reconversions de nos concepts, puisque nous taxons les producteurs de tabac, les manufacteurs de cigarettes et les consommateurs, nous devrions taxer les procréateurs, les fabricants de produits prénatals et postnatals et les consommateurs d'enfants. J'entends bien sûr les consommateurs légaux, tuteurs, médecins spécialistes, enseignants. Il y aurait la suppression des allocations familiales et autres soutiens financiers, et puisqu'ils ne seraient que par période dans cette position de créateurs, on les nommerait intermittents. Vous concevez, si j'ose dire, combien les économies nationales se trouveraient régénérées et assainies, combien plus qu'avec les pauvres taxes tabagistes. Avec vous, il faudrait pouvoir s'inscrire à fond dans la fable du réel, perdre tout contact avec l'histoire, avec le temps, avec l'espace. Ah oui, s'aseptiser en quelque sorte. Mieux encore, se diluer. Ne plus entendre votre bavardage, fermer les oreilles. C'est une prouesse qui devrait être donnée aux humains de pouvoir accomplir. Et surtout faire en sorte qu'aucune trace de vos élucubrations ne puisse demeurer indélébile dans la mémoire. On a déjà assez de mal dans ce monde incohérent à se construire, puis à préserver sa carte d'identité, à l'inclure dans l'interminable liste des personnages qui figurent dans notre pièce, comme vous par exemple ce soir, et à la développer librement dans les embûches et les quiproquos de l'action dramatique qui nous est sans cesse proposée, pire imposée. Et par qui? Par quoi? Va-t-on savoir?
Vous souriez, je sais. Toute cette déclaration, pour authentique qu'elle soit, reste terriblement déclamatoire et emphatique. De plus, elle révèle trop sans doute une obsession qui me riverait maladivement à la chose théâtrale. C'est que l'intermittence me pousse à chercher refuge dans un semblant d'activité. Mais rassurez-vous, cet auteur allemand qui fut un temps très à la mode a lui aussi beaucoup théorisé, comme on dit. On va continuer la lecture jusqu'au bout. Alors, je vais vous redonner le top de départ de la deuxième partie. C'est 24, hein, plutôt que 25, oui. Voilà, 53. Attention, c'est parti. J'ai fait un rêve. Étrange ou pénétrant? Quoi? Oh, pardon, je voulais dire fantastique ou érotique? Je reconnais bien là votre humour de nana. Votre humeur, devrais-je dire, sointant par tous les orifices disponibles. Tels ces trous-bas d'amour qui furent enchantés et même enchantés dans un pervers Moyen-Âge où toute littérature poétique décrivait les actes de plaisir après leur accomplissement. Antithèse de cette littérature érotique d'aujourd'hui qui, en fait, se substitue aux actes eux-mêmes, les remplace et tente vainement de pallier à leur absence. Cet attribut, nouveau pour moi, car soucieuse de la sauvegarde de ma féminité, donc de mon sexe, l'impression de m'ériger en caricature et de m'abîmer dans un dessin humoristique. Ah, la mise en abîme. Entendez bien que si j'y suis contraint cette nuit, c'est en raison de l'emprunt que vous venez de faire de mon enveloppe de coton, ne voulant pas prendre le moindre risque de vous paraître provocante dans une tenue que le sommeil tolère, mais que le réveil procède. Pourtant, ne vous imaginez pas que je conserve mon prépuce féminin. Il y a bien longtemps qu'il succombe pas aux entreprises expertes de nombreux compagnons de passage, d'ailleurs, par définition, pas précisément sages. Mais je ne peux leur jeter une quelconque pierre de lapidation pour fornication, serait-elle non islamique? Je fus totalement consentante. Le sérieux de votre intervention vient de m'interdire toute digression fantaisiste ou burlesque, et je reviens donc à notre position actuelle, à cette posture inversée où je vous reconnais en homme, symboliquement parlant, et où j'endosse en contrepartie un rôle féminin. Et quel rôle séduisant, puisqu'il s'agit en quelque sorte de vous représenter. Que diriez-vous d'aborder, furtivement, légèrement aussi, cette question épineuse, vous n'y voyez aucun jeu de mots, des quotas? Là, je vous interromps aussitôt, car il n'est pas avéré que cette question, comme vous dites, me préoccupe vraiment. N'oubliez pas, ma chère Philaminte, que je vais devoir jouer maintenant le personnage de Philinte en vos lieux et places, et que tout est dit déjà dans ce texte d'une situation sociale inchangée de nos jours, ainsi qu'il en va également dans vos femmes savantes. Oui, je pourrais en convenir, mais ce qui m'agréerait ici et maintenant, c'est d'entendre votre point de vue personnel sur le tant contesté rapport intersexuel, étant donné bien sûr qu'il s'agit du rapport social exclusivement. Vous êtes soudain bien familier et bien impudent de me faire cette demande. Elle révélerait plus de moi, j'en suis persuadée, que la consommation impudique de notre corporalité. Après tout, faire la bête à deux dos, comme dit le célèbre anglais, n'est qu'une façon d'être bête. Il vous faudra déployer plus d'insistance subtile pour que je cède à vos injonctions. Je ne voulais absolument pas vous déplaire, ni d'ailleurs satisfaire une curiosité malsaine. Simplement, un certain climat de connivence instauré par les circonstances aléatoires, inattendues et pour tout dire presque ironiques de notre rencontre prolongée, m'avait semblé propice à une certaine mise au point. Étant entendu bien sûr que ce déblayage idéologique, nous le savons bien, n'aura pas de suite. En fait, nous tuons le temps. J'ai parlé de déblayage là où vous ne voyez que déballage. Il m'apparaît que vous avez beaucoup de peine à tenir votre partition. Est-ce le personnage enjupé qui parle, ou est-ce celui que je devine porteur d'un autre symbole tapis sous le tissu? Il est plus difficile d'assumer le travestissement que vous ne le supposiez. Votre remarque est fort pertinente, malgré son impertinence. Aussi, j'y souscris. Je vais donc m'efforcer de m'emballer fictivement dans la peau de votre personne, alors que j'aurais été emballé de mes glisser plurialistement, soit dit en parenthèse. Je ne tiendrai nul compte de cette allusion, tout à la fois déplacée, incongrue et banale.
Voici donc que je réclame le droit absolu à la pratique des quotas. Moi, femme, je ne puis comprendre l'entêtement que vous mettez à toujours me mettre sur la touche, à me mettre aussi tout crûment d'ailleurs, moi et mes consoeurs, sans tenir compte de nos capacités et de nos désirs égalitaires. Cher ami, vous vous embarquez là dans une vertigineuse revendication. Si vous voulez bien m'écouter sans m'interrompre, je tenterai d'y apporter quelques éclaircissements, mais j'ai bien peur que nous nous hasardions sur des chemins qu'il ne sera pas facile d'arpenter sans de nombreuses pertes d'orientation. Oui, il ne tiendra qu'à vous, cher monsieur, de m'entraîner par les voies machistes que je subodore en votre intention. Ma dignité féminine ne saurait me contraindre à en dévier. Je tenterai néanmoins de vous proposer d'autres directions, plus aériennes, si elles me paraissent plus agréables à parapenter. Je vous menais sur la piste des quotas, et aussitôt me vient à l'esprit... À l'esprit sain. Ma santé mentale n'a que faire ici. Aussi poursuivrai-je mes remarques, non sans vous faire souvenir de votre promesse de ne pas m'interrompre, fût-ce pour un douteux jeu de mots. Il ne vous est pas venu à votre propre esprit, esprit saint d'une guirlande de lieux autant communs que vulgaires, que cette manœuvre stratégique pourrait très vite se retourner contre les intérêts de votre sexe. Admettons que pour un poste de grande responsabilité, une femme incontestablement apte à l'assumer se présente, mais qu'opère à un même degré de poste, dans la même entreprise, déjà une autre femme. Selon votre critère de quota, ce poste devrait être confié à un homme, même s'il n'offre qu'une moindre garantie de valeur et d'efficacité. Acceptons un usage provisoire de cette nouvelle coutume, mais n'en faisons pas une loi dont la pérennité se révélera néfaste. Évitons toute instance d'une dictature du féminariat. Ami qui avouez ainsi vos obsessions d'une obsession, si j'ose me risquer à la basse qualité de vos jeux de langage. D'ailleurs, certains musiciens ne reculent pas à s'engager dans une jam session, cette partouze musicale. Retenez prioritairement que dans un univers biologiquement sexué et sociologiquement sexualisé, comme le nôtre, le pire des crimes est bien certainement le harcèlement antisexuel. J'admire l'à propos de votre intervention, mais elle ne vous permettra pas d'échapper à la digression que je vous proposais sur le concept de démocratie. En effet, il me semble qu'il serait grand temps de profiler une autre conception, un autre usage de la vie sociale et politique. Sur ce point, je ne peux que partager votre analyse, pour sommaire qu'elle apparaisse. Il me semble en effet que l'on peut déceler une aggravation de cette situation dans le fait que si jusqu'alors le pouvoir réel, financier, économique, avait besoin de se camoufler derrière le pseudo-patronage de pantins délégués comme porte-parole, les gens de la politique, il n'en ressent plus le besoin et peut donc effrontément assumer cette fonction politique à partir d'une confortable situation bancaire. En Italie, M. B, et M. B aux USA, par exemple. Je ne voudrais pas déborder sur les rivages glacés des mers capitales. Il suffit de revenir aux manifestations dites culturelles. L'électoralisme domine les attributions subventionnelles. Il m'apparaît maintenant que nous devrions reprendre tout à la fois nos vêtements respectifs et nos respectueux états génétiques. Cela pourrait nous permettre de reprendre sans équivoque le cours de cet entretien. Je vous sais gré de cette proposition, mais je suggère que le déshabillage nous amène en douceur à regagner nos lits d'infortune pour y poursuivre l'intense activité de sommeil dont nous sommes sortis fort inopinément, si j'ose dire. Voilà que vos allusions insidieuses reprennent de plus belle. Il est temps, vous avez raison, de plonger dans un endormissement bénéfique, d'autant que, je vous l'avoue, elle commence à agir insidieusement sur ma réserve libidinale. Prenez le mot réserve comme vous l'entendez. Voilà. Alors, 12. Attends que je note ça, 24 et 12. 36, oui. J'espère arriver à 45, ce qui était prévu. Alors, attention, ouais, on va attendre un petit moment que j'ai un bon repère. Ça fera 11. Disons, ils sont trop rapides, mais ouais, ils sont justes. C'est un peu... Mais ils sont justes, hein, mais trop rapides. Ouais. Il faudra laisser un peu plus de temps à la pensée. Ouais. Il faut voir la pensée arriver, comme dans les dialogues d'exilés de Brecht. Top! Ah! Au secours! Quoi donc? J'ai vécu un cauchemar. J'étais devenue une femme. Alors là, en effet, je vous plains. Mais rassurez-vous, cela ne durera certainement pas.
Malgré ce repère vestimentaire, je ne parviens pas à retrouver mon identité. Je reste fixé, je dis bien fixé, à une nouvelle définition, à un état qui m'était jusqu'ici étranger. Eh bien, nous voilà à présent deux femmes qui conversons pacifiquement, sans verser dans une controverse sexuelle stérile. Nos relations s'en trouvent préservées naturellement, je veux dire sans qu'il soit besoin d'aucun rempart caoutchouté. Ironisez tant que vous voudrez, mais je vous en conjure, n'allez pas jusqu'à méconnaître l'inconfortable situation dans laquelle je me vois confiné. Soit. Je vais donc, pour vous être agréable, me revêtir illusoirement d'une carapace masculine. Je vous représente dès maintenant un mec, voire même un macho. Regardez, je bande mes muscles. Et quand je dis mes muscles, un singulier devrait suffire. Moi, je vous dispense de grossir le trait. C'est l'arc qui est bandé et non la flèche. Vous avez amplement raison, je vous le concède, et je vais donc me contraindre à plus de modération. Une certaine bienséance adoucira la rudesse de nos rapports. Mais n'ayez aucune faiblesse féminine. Continuez, je vous en prie, à ne voir en moi qu'un prédateur avide. Remplissez votre rôle de proie si fortement convoité. Je n'en aurai pas de peine, tant le langage féminisé s'impose à moi. Je n'en aurai d'ailleurs pas non plus de gêne, car je ne crois pas que la structure langagière supporte la réalité fondamentale d'une quelconque guerre des sexes. Sur ce point aussi, je vous donne entièrement raison. Mais est-ce l'homme que je joue qui parle, ou la femme qui se joue de vous? Va savoir. Et c'est ici que je découvre le caractère dangereux de la mission ludique que je vous ai proposée. Vous conviendrez que je risque d'y perdre mon authenticité. Je me vois impliquée dans une histoire où je peux m'anéantir corps et âme. Je pense à cette anecdote fort édifiante, à un sénateur de Côte d'Ivoire, il y a une quarantaine d'années environ, seulement. On confie un travail d'enquête. Il doit se rendre dans des tribus lointaines pour estimer leurs besoins et leurs demandes alimentaires. Il ne revient pas. Il a été bouffé précisément par ceux qui étaient chargés de tester. Cette anecdote, je l'espère, n'anticipe pas sur un possible remords que susciterait votre conduite maladroite dans l'art délicat du dragage. D'autant que je compte bien résister à toute tentative de votre part. Croyez bien que je vais rester sur mes gardes et n'accéder en aucun cas vos sollicitations de mâle enchaluré. S'il demeure encore en vous un semblant de retenue, un zeste de convenance, vous vous abstiendrez désormais de formuler plus clairement ce que je ne veux bien entendre que comme perverse allusion ludique. En vous proposant ce jeu de rôle, je n'avais pas encore entrevu, et à plus forte raison estimé, que cette position, nouvelle pour moi, m'entraînerait un tel bouleversement mental et physique à la fois. Cette aventure inédite m'engage sur un terrain bien étrange. Je sens naître comme une pulsion désirante à votre endroit, comme en votre envers d'ailleurs. Je ne peux réfréner cette envie de vous toucher, ce désir de vous convaincre. Et je n'aurai de cesse que lorsque vous céderez à mes insistances amoureuses, à mes instances lubriques. Assez long. Retour. Je te rends grâce de m'avoir, en reprenant ta masculine dignité, redonné ma dignité de femme. Jamais je n'aurais imaginé qu'un tel dénouement viendrait ponctuer, que dis-je, sublimer une nuit imposée, à première vue, inutile et insipide, vide. Il me semble aussi, en effet, que cette vacuité néfaste dont je me plaignais ait fait place à une faste plénitude. Je partage entièrement ton enthousiasme. Parfaite égalité, enfin réalisée. Dans une parfaite légalité, toujours à espérer. Mais signons un pacte tacite et disons post-faustien, que cette nuit soit unique, qu'elle ne soit pas entachée par la répétition du possible. J'accepte ce contrat et je le signe, avec un codicille. Convenons d'accepter sans pénalité toutes les dérogations que l'envie ou le désir pourrait, si j'ose dire, engendrer. En tout humain, il y a du rapport qui sommeille, comme le dit à peu près l'âge de raison. 42. Bon, alors plus le Molière, ça fera 45, c'est bien ce que je pensais. Donc, avec 20-25 minutes de digression, de lancement, de digression entre deux, ouais. C'est ce qu'on voulait. Donc, on est dans le bon temps. Très bien.
Il y a quelques petites fautes de frappe que m'a signalé Beretti, que j'ai corrigé sur le texte, Ouais. mais on les donnera après, quoi. C'est des petits détails. Hein. C'est vraiment rien du tout. Beretti, là, lui, il m'a dit c'est vraiment très bien. Lui dit en tout cas que ça correspond bien au projet que j'avais formé de faire une sorte de parodie des dialogues exilés, dans cet exil un peu bizarre, Ouais. et cet échange à la fois de vulgarité et en même temps de, entre guillemets, philosophie qu'il y a derrière, et qui peut prêter justement à une certaine mise en question. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des mises en question. Ouais. Et donc, après, c'est à savoir comment ça va s'opérer. Moi, je soulignerais ça par des tas dans les didascalies. Par exemple, vous parlez d'interprétation. Je prends un cas très précis. C'est-à-dire qu'on lui dit des choses, on émet des suppositions, voire des opinions, on donne des mouvements, voire des comportements, voire des attitudes, des postures, et c'est à lui à les interpréter. Et c'est pourquoi je crois que le théâtre est un acte de liberté interprétative. C'est-à-dire qu'il n'y a au théâtre aucune possibilité d'avoir un discours contraint. Le discours n'appartient qu'au spectateur, pour autant encore qu'il soit un public et pas un public. Donc pour autant qu'il puisse se risquer naïvement à l'interprétation. Ce qu'on exige du comédien, quand on dit « il interprète », on exige une certaine naïveté, comme catégorie de l'esthétique, dira Brecht. Et en fait, c'est ce qu'on réclame aux spectateurs. C'est qu'ils viennent dans la naïveté d'une première écoute. C'est ça qui est le plus important, et qu'à partir de là, il invente un texte. Il invente le texte de son interprétation. Il y a du moment où, puisque c'est une conversation qui est censée se passer pour la première fois, les idées ne sont pas préconçues. Elles naissent chaque fois. Par exemple, quand l'autre amène une vision nouvelle, une idée nouvelle, ça doit troubler celui qui la reçoit. Et il met du temps avant un temps théâtral, bien sûr, économique, mais il met du temps avant de trouver la réponse. Et ce qui est beau, c'est de sentir justement le trouble que met le discours de l'autre. Parce qu'en fait, dans ce dialogue, le discours de l'un trouble l'autre, et vice-versa, au même titre que le discours d'une pièce doit troubler le spectateur, et que la réaction du spectateur doit troubler le comédien, vice-versa aussi. Donc, c'est ce qui fait avancer la chose théâtrale. Hein? C'est qu'il y a de l'inattendu. Et il y a, du coup, de l'irrésolution, comme dirait, je crois que c'est Vitesse qui disait ça à propos d'Andromaque de Racine. C'est l'irrésolution, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si, quand les êtres affirment quelque chose, c'est qu'ils sont dans la résolution d'un problème qui se sont posés, d'un thème qui se sont donnés, ou si au contraire, ils restent toujours dans l'irrésolution et qu'on y répond à cette irrésolution arbitrairement, voire d'une façon non convenue. Et c'est par là que, après, celui qui énonce tel ou tel élément va décider dans l'après-coup si ce qu'il a dit correspond à sa pensée ou si au contraire ce n'est qu'un discours vide, à la limite, qui va devoir remplir d'une façon, soit à contrario, soit au contraire dans l'acceptation. Et tout le cheminement de cette histoire, c'est justement qu'on est sans arrêt troublé. Et que ce qui règle la question, c'est justement sur scène la question de l'interprétation. C'est-à-dire que, après avoir été un passeur de signes, au moment où il y a l'échange de sexe, on est dans l'interprétation. Comme le public le sera.
dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut prendre des décisions. Toute interprétation est une prise de décision. Et à partir de là, ce que Brecht a bien montré dans la décision, c'est pas un problème politique, à la limite, c'est un problème philosophique. C'est Descartes qui pose le premier, peut-être, la question de de cet aspect interprétatif. Qu'est-ce que c'est qu'une décision? Élément donné, sélection des éléments, décision de ce qu'on retient. À la limite, à la fin, il est logique qu'il y ait une communion des corps à partir du moment où il y a une communion des esprits. Et peut-être que l'amour, c'est entièrement ça. C'est uniquement ça. L'amour au sens fort, pas l'acte sexuel pulsionnel, mais l'amour, c'est peut-être simplement ça, c'est cette transformation qui est opérée sur l'autre et que l'autre opère sur nous, qui nous met dans l'importance d'être d'accord. Citons encore Brecht. Hein, on est d'accord, et ça me paraît important. L'accord, il est intellectuel et physique. Je crois que c'est autour de cette question-là que ça tourne, que la question de la permutation, hein, il y a la mutation, et la permutation qui ajoute quelque chose à la mutation. C'est-à-dire qu'on est tous des mutants, quelque part apprivoisés ou au contraire sauvages, mais tout d'un coup, si on raisonne sur la mutation, on est dans la permutation, c'est-à-dire qu'on comprend permissivement ce qu'est la mutation. Et là, il y a un élément important qui sera à dégager pour vous, c'est que vous maintenez vos points de vue, vocaux, de gestes, mais tout d'un coup, la pensée a changé. Et c'est sincèrement que vous vous prenez pour un homme et pour une femme, à l'inverse des sexes avoués. Et lui est troublé par ça. Il y a du trouble. Il est... Et ce trouble perdure à partir du moment où il reprend les habits. Et elle aussi est troublée. Peut-être moins que lui, comme dans le monde actuel, pour une raison très claire, c'est que la femme a un programme politique dans le féminisme et que l'homme n'a pas, pour l'instant, de programme politique. Et c'est ce qui crée le trouble actuel dans la société, c'est que l'homme est paumé. La femme est plus... Pourquoi? Parce que quand on est dans l'espace justement de la réflexion et d'une réflexion ordonnée, voulue, je crois qu'on gagne du terrain. Actuellement, c'est pas... Au-delà de la question purement sexuelle, hein, je parle simplement dans la question d'un équilibre dialectique, la femme a des cartes que l'homme n'a pas. Parce que c'est difficile d'accepter justement le changement de pouvoir. Plus difficile d'accepter le changement de pouvoir que le changement de sexe. Alors, bon, ce sera à développer. C'est assez provocateur comme discours, je veux dire, au théâtre. Parce que généralement, on a des discours au premier degré au théâtre, hein, dans les pièces politiques, féministes, tout ce qu'on veut. On a ceux qui ont quelque chose à conquérir, mais on a ceux qui ont quelque chose à perdre par rapport au pouvoir. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à gérer. Qu'est-ce qu'on a à perdre? D'ailleurs, on le voit par exemple, c'est exemplaire quand tu vois Berlusconi lutter pour garder le pouvoir, hein, parce qu'il est dans cette position-là. Politiquement, on le voit très bien, ça. Et alors, bon, ça a des incidences. Il s'est passé un truc marrant ce week-end à Renan. Pour la première fois, une femme du pop
est élu syndic dans le canton de Vaud. Oui, j'ai entendu tout à l'heure à la radio. Et tout d'un coup, ça trouble tout le monde. Hein, parce qu'il y a à ce moment-là la collusion entre deux facteurs, le facteur politique, le peuple, et le facteur féministe. Donc, effectivement, ça a l'air de rien, mais c'est un changement vraiment plus important, quoi. Et ça tient pas qu'opposition, ça tient aussi opposition politique. Si on ramène ça en France, que Ségolène Royal devienne présidente de la République, c'est une chose par rapport au féminisme. Mais le discours de Ségolène Royal est un discours pétainiste. Travail, famille, patrie. C'est Pétain. Donc, politiquement, elle est très réactionnaire. Ce qui donne l'impression qu'elle est en avance, c'est qu'elle est femme. Oui, tout à fait. Absolument. Donc, toutes ces confusions dans lesquelles le monde actuel baigne, c'est peut-être ce que le théâtre se doit de mettre en scène. Ce n'est pas les résolutions, c'est les états réels de la confusion. En reprenant le mot d'Henri Miller, la confusion est le nom donné à l'ordre quand nous ne le comprenons pas. Ce qui est un très beau aphorisme. Hein. Pour revenir à ce moment où on va changer de vêtements, pour bien comprendre ce que tu nous as dit, le fait de ne pas jouer ni un homme ni une femme, Ouais. simplement le fait d'avoir le signe vestimentaire, Ouais. féminin, masculin, féminin, Dans l'incertitude. c'est ça. C'est-à-dire, on découvre un espace qu'on n'a mentalement jamais occupé. On se doit d'occuper un espace nouveau. Et on a un temps très limité pour le faire. Donc la relation spatio-temporelle, espace-temps, repose sur cette question de l'incertitude. Ce que je tentais déjà d'expliquer avec Beretti dans le principe d'incertitude. Le théâtre est un principe d'incertitude. C'est-à-dire que ça met en jeu de l'incertain. Le théâtre qui affirme trop devient inopérant. Et donc, en fait, sorti de la bouche d'un homme, ce que pourrait dire une femme, ça amène aussi une surprise de la part. Exactement. On est dans la rupture du contrat social, comme dirait Rousseau. Hein, c'est une rupture. Et ce qu'il faut montrer, c'est il y a un double mouvement, c'est la difficulté de l'assurer, mais c'est le plaisir de se découvrir autre. Hein? En même temps, il y a une sorte de jouissance pour lui de pouvoir tenir un discours d'un autre point de vue. Elle, c'est moins, parce que avec la question du féminisme, il y a déjà une théorie de la captation d'un autre discours. Alors que lui, il est renvoyé à l'incertitude. Et on le voit maintenant, d'ailleurs, c'est ce qui est dit partout. Actuellement, je me souviens, c'est une femme qui disait maintenant je plains les hommes. Parce qu'ils ont à inventer un autre comportement, un autre système d'insertion dans le social. D'autant plus que c'est un accident, le fait qu'il ait pris la robe. Oui, tout à fait. On le montre comme il met, et puis tout d'un coup, il découvre. Oui, je vais jouer la femme. Hein? Parce que c'est ça c'est ça qui est aléatoire.
Mais ce qui est rigolo aussi, par exemple, dans le moment où elle parle de l'entreprise, elle utilise le discours de l'homme pour attaquer l'homme, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'elle maintient sa position politique, elle. Alors que lui, il est dans une position existentielle.